Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Avant de me présenter, je vais vous informer que nous avons l'interprétation disponible français, portugais, espagnol. C'est écrit le globe. Vous pouvez sélectionner votre langue. Bon, je suis chercheuse experte IT et je vais modérer cet atelier. C'est la septième session. Notre focus, c'est le renforcement de de gouvernance foncière, des enjeux l'investissement et la stratégie pratique déployée. La transition globale de transport fossile, elle doit être juste. Plus que changer le système d'énergie, cela demande de certifier que les solutions climatiques sont justes. Les éléments doivent être tous franchis. Les adaptations, les mesures à travers des projets, les écosystèmes de conservation sont toujours effectués à travers un effort collectif. Cela nous demande pour réfléchir les pressures pour les transitions. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux, les opportunités pour la stratégie de transition juste. Juste une note logistique pour aujourd'hui. Les participants seront présents. Vous pouvez vous introduire à travers le chat. 40 participants pour ces webinaires, plusieurs endroits du monde. Ils travaillent en plusieurs secteurs. Ça serait bien d'avoir votre présentation, écrivez votre organisation, votre nom. Veuillez indiquer un numéro avec la dimension de votre liaison avec ces projets. 2 pour indirectement concerné, compliqué. 3 pour les personnes intéressées d'un point de vue général, académique ou journalistique. Veuillez faire cet atelier est enregistré. Si vous avez des questions, vous écrivez le bouton Q&A et essayez de faire votre question de manière concise, pas plus que 2 phrases. Enfin, dans un souci de transparence, je tiens à ajouter que la session d'aujourd'hui est enregistrée et vous recevrez le lien vers la vidéo après la fin de celle-ci. De plus, un article reprenant les messages clés sera disponible ultérieurement sur le site de l'Unportal. Premièrement, je présente Joanna, Climate in Nature, ILC, LLC Focal Point de Pop Protection et organisme membre. Elle a plus de décennies d'expérience, cofondatrice et première exécutive directrice de son organisme. Jamie Ocean, responsable de droits fonciers chez Oxfam Ouganda, et soutient également le plaidoyer mondial d'Oxfam en faveur des droits fonciers, la sécurité alimentaire et la justice climatique. Avocat spécialisé dans les droits humains, environnementaux et doté d'une expertise approfondie en matière de politique foncière, de gestion des conflits et d'économie politique. Depuis l'Afrique du Sud, William Wickham, responsable du programme foncier du Legal Resource Center,
où il travaille se concerne sur la réforme agraire, le droit coutumier africain et le système de gouvernance communautaire. Elle s'est fortement engagée dans la réforme des politiques des lois visant à renforcer les droits des communautés rurales et coutumières et mettant particulièrement l'accent sur la démocratisation. Nous avons aussi l'Afrique du Sud, Silano Manoa, possède plus de 30 ans d'expérience dans les ONG, secteur privé et le monde universitaire. Il aide actuellement les municipalités locales et se retrouve dans le décal des anciennes et nouvelles lois. Il apporte une contribution significative à la recherche et à l'élaboration des politiques, en particulier dans le domaine de l'administration foncière, le droit foncier et de développement rural. Pour compléter le panel, nous avons Ian Hani d'Indonésie, coordinateur national de Jaringan Kerja Kemetan. Iman est basé à Bogor, Indonésie. Il est actif dans le secteur des ONG depuis 1998. En tant qu'organisateur communautaire, Iman a largement utilisé les méthodes de cartologie participative et possède l'expertise en tant qu'organisateur communautaire, facilitateur et formateur. Soyez bienvenus tout le monde. C'est un plaisir d'avoir un atelier avec des fantastiques orateurs. Bon, je veux me pencher sur la première session qui sera présentée par Johanna. On va voir comment est le contexte des pressions. C'est bienvenu. Est-ce que vous pouvez écrire un peu la tradition juste sur la scène nationale aussi et plus événements ou droit collectif sur la scène nationale et tous ces enjeux? Merci beaucoup. Bon, je travaille pour la coalition internationale. Bon, ce qui nous ramène ensemble, nous croyons cette gouvernance collective. Ceux qui habitent sur le sol, ils doivent faire partie de la prise de décision ou bien doivent savoir ce qui se passe sur le sol. La raison pour laquelle nous travaillons sur l'espace, parce que nous reconnaissons la nécessité de faire la décarbonation, mais nous sommes concernés, notamment les territoires. Donc, je vais parler certaines des pressions que nous voyons en train d'émerger. Premièrement, je vais mettre en perspective. Comme vous le savez, le monde s'échauffe de plus en plus. Et malgré les activités des peuples autochtones, les combustibles fossiles représentent une marge très grande des émissions de CO2. Nous voyons l'agriculture, c'est le deuxième grand facteur pour cette règlement climatique, mais les combustibles fossiles restent la principale cause de changement climatique. Prenant ça en compte, nous voyons que une augmentation de la génération de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Nous voyons une croissance de la consommation. Vous avez l'administration. Nous voyons aussi que les combustibles fossiles ne baissent pas. Il y a une augmentation. Donc, je veux mettre cela en contexte parce que nous parlons de la transition énergétique. C'est plutôt quelque chose de plus. Il y a une demande supplémentaire d'énergie et là vient aussi des énergies renouvelables. Je pense que c'est une quantité importante.
Avec cela en compte, il y a des investissements entre 2015 et 2023. Nous voyons un investissement annuel de 1,3 milliard d'énergie verte, ce qui est espéré que ça pourra augmenter. Si nous voulons avoir net zéro, on a besoin d'avoir 3 millions de dollars d'investissement. Maintenant, on va voir le type de production d'énergie. Bon, l'hydroénergie est très importante. Nous voyons l'énergie solaire et l'énergie hydraulique. Si vous voyez ces tableaux, les États-Unis utilisent une quantité supérieure à 4 TWh. Les forces politiques et économiques sont ce qui justifie cette transition. La COP 28, les parties sont trouvés un accord pour sortir des combustibles fossiles. Et si pour multiplier par 3 l'énergie renouvelable jusqu'à 2030. Économiquement parlant, nous savons que 90% des projets renouvelables sont moins chers que les combustibles fossiles. 50% moins chers. Chine est le principal moteur de cette dynamique. Même avec cette reconnaissance qu'il y a cette nécessité, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des facteurs externes qui sont liés. Donc, cela représente des coûts 10 fois plus que les combustibles fossiles parce que cela représente une grosse intensité de minéraux. Donc, lithium, les colbas, ce sont des minéraux qui sont sacrifiés. Si vous voyez ces tableaux, vous pouvez voir la production d'énergie verte. Donc, 3 des 4 sont très intensifs. Donc, voici les concerns qui sont liés à cela. Bon, je cherchais des menaces et des éléments que nous pouvons comparer. Si vous voyez une voiture électrique, il demande 6 fois plus de minéraux qu'une voiture normale. C'est juste pour vous donner une notion. Pour répondre à cette demande, nous voyons une cherche critique dans la production minérale et aussi des attentes jusqu'en 2050. Et vous voyez l'augmentation. Donc, si vous regardez le graphique en bleu clair, il s'agit de la demande en matière de- d'alternatives, d'énergie alternative. Euh, mais vous voyez une augmentation significative de cette demande euh, et nous attendons euh, que cela double par rapport à ce que nous avons vu l'année dernière. Il s'agit encore une fois ici essentiellement de voitures électriques. Les ventes de voitures électriques ont explosé. On enregistre une augmentation de 35% cette année et cela devrait évoluer davantage
au cours des prochaines années. Diapositive suivante. Donc, la raison pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation, c'est que il y a des préoccupations grandissantes concernant la localisation de de ces minéraux. Euh, un document a été publié en 2022 qui montre que la localisation de ces minéraux qui sont nécessaires à la transition énergétique se retrouve sur des territoires qui appartiennent au PACL et dans certains cas, on retrouve jusqu'à 70%. Et comme on le sait, les communautés autochtones contrôlent à peu près 25% de ces minerais qui sont nécessaires à la transition énergétique sur la moitié de la surface de la Terre. Donc, et on n'a que 11% de ces communautés qui sont effectivement reconnues, ce qui génère un facteur d'insécurité pour ces communautés autochtones et l'augmentation de la demande de ces minéraux aura un impact direct sur ces communautés. Euh, on sait que les minéraux ou les minerais, autant pour moi, sont l'une des causes de conflits les plus répandues, la plus répandue dans le monde depuis l'histoire de la colonisation. Ici, vous pouvez voir la part des ressources individuelles qui sont redondantes sur les territoires des Autochtones. Nous voyons cette diapositive met en relief la pression qui est exercée sur les territoires des PAC et on retrouve un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre dans les zones rurales qui sont habitées par des PAC. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Avec des enjeux économiques et politiques aussi importants par rapport à ces minéraux, il est important que nous tenons compte des préoccupations directement liées à la sécurisation foncière. Cela va évidemment avoir un impact sur les déplacements internes des populations, peu importe les ressources, dès lors qu'elles sont présentes en quantité importante. Notamment les ressources hydriques. Par exemple, les ressources hydriques qui sont nécessaires pour la production des voitures Tesla. Euh, Au niveau du paysage, cela nous préoccupe particulièrement et nous vous demandons de garder la notion de la localisation à l'esprit. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les conflits fonciers qui sont en rapport avec ce que nous faisons, les causes de ces conflits qui ont été identifiées par mes collègues concernent notamment la violation des droits fonciers et la transition énergétique. Euh, Par ailleurs, un grand nombre de défenseurs conduisent des actions effectives et font l'objet d'attaques et d'agressions directes. 75% de ces défenseurs, des défenseurs qui font l'objet d'attaques, œuvrent au profit des minéraux souterrains. Je cours après le temps. Alors, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais nous savons que la moitié de ce qui est visible
pour ce qui est des impacts sur le paysage minier, nous n'avons pas énormément d'informations, de données. Nous avons besoin d'avoir plus de données pour pouvoir vous fournir des informations plus détaillées sur ce paysage. Il y a une reconnaissance grandissante des PACL qui sont les gardiens de ces espaces, de ces environnements. Et un certain nombre de rapports soumis par le secrétaire général. Et il y a une conférence qui a été organisée l'année dernière par la Banque mondiale sur ces questions. Donc, ces préoccupations sont de plus en plus visibles, de plus en plus exposées, mais cela ne suffit pas. Évidemment, nous avons besoin d'avoir plus de reconnaissance des droits des PACL et des droits de leurs droits fonciers. Cela n'est pas négociable. Et nous voulons, nous faisons conduisons des plaidoyers pour la mise en œuvre effective de la Convention en faveur des PACL et nous voulons que ces PACL soient partie prenante au processus de négociation et de prise de décision qui les concerne directement. Nous devons également nous intéresser à à la consommation durable et aux barrières. La demande croissante ou disons grandissante a un impact direct sur la préservation des territoires des PAC. Et comme nous l'avons évoqué ici, il y a un ODD qui s'intéressait particulièrement à cette question, mais plus personne n'en parle aujourd'hui. Donc, il serait important d'adopter également cette perspective. Nous devons également nous aligner avec le mouvement environnemental. Euh, euh, tout le monde dit qu'il faut agir, il faut agir. C'est plus facile pour certains minéraux que pour les énergies durables et alternatives. Donc voilà, je vous remercie de votre bienveillante attention. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Johanna, pour votre brillante présentation. Et cette présentation était exhaustive tout en respectant le temps. Effectivement, il y a un accroissement de l'intérêt pour les ressources souterraines et cela soulève des questions et des préoccupations importantes, notamment concernant les risques et les conflits qui pourraient en découler. Euh, Sur cette note, je vais passer la parole à Siabo pour qu'il initie la conversation sur ses préoccupations au niveau national. Est-ce que, Siabo, vous pouvez nous parler des défis auxquels vous faites face au niveau de l'Afrique du Sud concernant les terres communes et déjà nous expliquer, nous dire si vous disposez de terres communes et quels sont les défis qui sont les vôtres dans ce contexte. Merci beaucoup. Merci, Johanna, pour cette présentation. Dans le contexte sud-africain, Euh, je dirais que le contexte sud-africain est très complexe. Nous avons initié notre processus de transition énergétique au moment de l'apartheid et nous avons de ce fait été confrontés à une pression par rapport au fait de faire des changements dans la vie des personnes. Euh, Certains programmes très ambitieux en matière de réforme foncière ont été initiés en Afrique du Sud. Les, les terres que je voudrais ici citer en exemple,
ou disons, l'aspect que je voudrais ici citer en exemple, c'est le droit foncier, parce que l'un des éléments clés de la réforme en Afrique du Sud, c'est la réforme foncière qui est directement liée au droit foncier. Le, Premièrement, la Constitution reconnaît le droit coutumier et cela a été intégré dans la Constitution. Étant stipulé par la Constitution, ça a donné ça a donné naissance à une loi. Et l'idée était que une loi plus détaillée soit proposée plus tard. Sans toutefois rentrer dans les détails, nous en sommes toujours au même stade. Et comment est-ce que cela se traduit? Au cours des 30 dernières années, avec tout le travail que nous avons fait pour assurer un alignement entre les propriétaires fonciers et la loi, en réalité, sans, comme je le disais, rentrer dans le détail, il y a énormément de dysfonctionnements. Premièrement, ce que la loi entend produire. La loi n'est pas appliquée dans son intégralité. Et ensuite, en pratique, les OF, les membres du gouvernement ou les responsables de la mise en œuvre des législations ont tendance à mettre en œuvre des lois en deçà de ce qui est exigé. Ils ont tendance à retomber dans des anciennes pratiques, à mettre à profit le droit coutumier qui ne devrait plus être reconnu aujourd'hui. Je pense que le cas de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud va faire l'objet d'un accroissement de la demande en matière de ressources minérales et cela crée un fossé entre les politiques existantes et la manière dont elles sont mises en œuvre. Le droit coutumier en Afrique du Sud est présent ou affecte pratiquement 30 millions de personnes. Donc, nous parlons ici d'une part significative de la population. Quand l'État ne peut pas faire la distinction entre consultation et autorisation. Et qui doit être consulté? Qui doit donner l'autorisation? Donc, tandis que la loi ou la politique au niveau des constitutions peut paraître efficace, lorsque on parle d'implémentation, les problèmes sont présents. Donc, il y a cette intention de protection qui est perjudiquée. Déjà, c'est juste une petite histoire de cela, une petite morceau. Mais lorsqu'on parle des objectifs de politique et de politique, c'est-à-dire la loi qui est moins importante que ce que la Constitution
présente. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions très, très pertinentes. Bon, je pense que nous pouvons faire une réflexion. Finalisant cela, je vais passer la parole. Il nous parle de l'Indonésie. Est-ce que vous pouvez parler de ce qui ne se passe en Indonésie en termes de la, la transition et la gouvernance foncière en Indonésie? Il y a beaucoup de concerns, notamment concernant les droits coutumiers en Indonésie. La Constitution d'Indonésie reconnaît les PACL et leurs droits fonciers, les droits traditionnels aussi. Toutefois, la situation n'est pas favorable. Il y a la présence des ministres, des agences qui sont responsables de ces informations. Donc, ceux qui sont responsables pour ces données sont ceux qui vérifient. Et après, il y a base de données, cette gestion pour les peuples autochtones. Donc, en Indonésie, c'est juste après 2024 que nous avons des politiques pour l'enregistration des terrains coutumiers. Et c'est là quelque chose que nous avons battu depuis très très longtemps. Il y a encore beaucoup de territoires fonciers qui ne sont pas reconnus. Donc, il y a beaucoup de terrains qui sont considérés sans droit propriétaire. La division des forêts. Donc, les limitations des données. Il y a beaucoup de politiques qui sont dépassées sur la scène communautaire. Au passé, nous avions des zones forestières, plus ou moins 26 terres coutumières et 20 millions d'hectares. Ce qui arrive, c'est que son chevauchement, ceux qui sont sous le nom de la transition juste, énergie renouvelable, c'est un souci en Indonésie. Donc, nous avons un problème avec l'exportation de nickel. Il faut sacrifier les terrains des communautés. Donc, s'il y a une constitution ou qu'il y a des problèmes sur le passé qui sont pas encore résolus, au contraire, avec ces nouveaux soucis, ces problèmes sont devenus pires. Nous parlons de la transition juste. Et cela est devenu une question pour nous. Donc, nous devons être justes. Nous devons faire la priorité. Nous devons la justice pour la communauté. Nous devons certainement avoir les droits pour les peuples autochtones et communautés locales. Je pense que c'est ce qui est la réalité en Indonésie. Donc, il y a le chevauchement entre les secteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces points de vue très pertinents. Donc, mettons en lumière le souci des données. Je pense que cela peut donner de la visibilité aux gens qui sont les bases. Bon, prenons en compte cela.
Je vais passer la parole à Jimmy et pour qu'il puisse parler d'expérience en Ouganda. Jimmy, est-ce que vous nous parlez plus et que comment est la tradition juste en Ouganda? On sait que mes collègues ont parlé, c'est la même situation chez moi en Ouganda. Nous sommes encore en retard. La tradition juste, c'est un enjeu. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être introduites. Nous avons découvert le pétrole. On essaie d'avoir des projets agro à faire. On essaie de donner des infrastructures. Après, cette question de transition juste, c'est un moment de confusion. Dans un pays comme le Ghana, qui est un pays encore en développement. Bon, c'est quelque chose que ce n'est pas totalement bienvenu par notre gouvernement parce que nous avons découvert le pétrole, beaucoup de déposits minéraux. Donc, on souhaiterait vraiment utiliser et cela peut exacerber notre développement ou les projets qui sont en cours chez nous. Ils ont vraiment été impactés parce que les propriétaires en Ouganda, ils ont plusieurs systèmes. Nous avons un qui est très, très important, 73% des terres foncières du pays. Donc, si vous présentez des projets comme l'agriculture, il y a ces problèmes, la transition énergétique. Donc, les gens qui habitent sur le sol sont les plus affectés parce que la plupart des terrains n'ont pas de propriété, ils n'ont pas de titularisation. Donc, tous ces projets pour allouer, cela pourra être un problème. Et bien évidemment, il y a des renforcés qui sont dirigés par des leaders de communauté. Et cela est une question qui se pose concernant comment les territoires sont dirigés. Donc, parmi ces terrains, territoires collectifs, il y a beaucoup d'enjeux. Mais la plupart des territoires n'ont pas de titularisation. Comme j'ai dit, 75%, cela est basé sur les histoires et aussi les reconnaissances communautaires parce que cela peut ramener des litiges. Bon, ça c'est mon terrain, c'est ma propriété. Donc, les projets d'infrastructure affectent les communautés. Les, les reconnaissances des terrains collectifs étant ceci en Ouganda. Mais ce n'est pas quelque chose de très fréquent parce que il y a des compétitions qui viennent après tous ces projets et tout le monde veut se dire des compensations et tout ce que cela ramène. C'est quelque chose qui arrive, mais ce n'est pas vraiment une situation que les gens sont en train de saisir. Donc, nous travaillons pour harmoniser toute cette situation. Certains de ces soucis que j'ai cités, par exemple, le manque de documents. Les gens sont propriétaires des terrains, mais ne se pas sur le titre officiel. C'est un risque. Cette affaire impacte les communautés, notamment ceux qui sont dans les configurations collectives. Comme je citais, le gouvernement essaye de transférer, mais ce qu'ils ont disponible maintenant, c'est seulement les terrains fonciers
Nous avons aussi le pétrole, il y a beaucoup de pétrole disponible, mais il y a la pression externe. 95% perçoivent des yeux des étrangers. Il y a beaucoup de pression que le pays fait face. La capacité de former ces associations dirigées par les communautaires. Ce processus de reconnaissance a besoin de ressources. Donc, la plupart des fois, ils décident de continuer cette dynamique. Merci beaucoup, Jimmy. Je pense que vous avez fait une présentation très solide pour la prochaine ronde de questions. Quelle est la position des leaders culturels et comment les communautés s'engagent dans le processus de prise de décision? Et on espère qu'on puisse aborder après la deuxième ronde de questions qui sera focalisée plutôt comment tous ces enjeux sont abordés. Et cette dynamique, dans ce sens, je vais inviter Romine. Est-ce que vous pouvez partager les stratégies qui sont effectuées en Afrique du Sud? Merci. C'est intéressant d'entendre les soucis, comment ils sont similaires que nous faisons face. Concernant qui reçoit l'autorisation pour nous, c'est une question de donner visibilité les membres de la communauté. Parce que ce qui se passe ici en Afrique du Sud, ce qui paraît dans d'autres pays, en Afrique du Sud, il y a une notion coloniale. La communauté est invisible et nous voyons seulement les leaders. Donc, le leader, il dit une chose, c'est l'ordre, c'est la loi des communautés. Donc, nous essayons de donner la visibilité aux membres de la communauté. Et bien évidemment, l'un des mécanismes importants sera si ces droits des membres de la communauté peuvent être bien enregistrés. Donc, il y a cette situation ironique en Afrique du Sud. Pour certains de notre communauté, notamment ceux qui ont pu avoir leur territoire après avoir libéré ces apartheid. Donc, les leaders qui ont cette titularisation, par exemple, le leader traditionnel, il y a un gros pouvoir avec ce titre. Et les droits des membres deviennent invisibles. Donc, nous utilisons l'opportunité dans la mesure du possible. Nous utilisons aussi de la coutumière. Nous essayons de dévier cette notion coloniale. Mais nous, vraiment, faisons en compte cette notion pour les économies. Et c'est là écrit la Constitution sud-africaine. Donc, la plupart de la Constitution, elle dépend de cela. En prenant en compte cette notion, les communautés qui ont été préjudicées historiquement parlant, parce qu'ils n'ont pas de titularisation des territoires. Donc, prenant en compte cela, les propriétaires coutumières ont plus de droits. Donc, l'autorisation
Nous n'essayons pas ici, nous essayons maintenant de travailler avec les gouvernements pour leur permettre de comprendre ces nouvelles problématiques concernant le consentement, euh, les enquêtes liées aux droits coutumiers et aux droits fonciers des communautés, des membres des communautés. Nous avons en Afrique du Sud une loi très permissive et nous avons pris part au processus de conception de la loi. euh, et je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, Foumine. Je pense que ce que vous dites ici fait écho en chacun des participants à cette réunion. Il y a des lois, mais elles ne sont pas forcément bien appliquées. Je voudrais que Iman nous parle un peu de la manière dont les choses évoluent dans leur contexte et les stratégies qui sont mises en œuvre. Imam, vous avez la parole. Ok, merci. Euh, Nous sommes conscients de ce qu'il existe énormément de défis concernant la collecte de données et cela empêche nos gouvernements de prendre des décisions éclairées. Depuis les années 90, nous essayons de travailler avec les communautés afin de mettre sur pied une cartographie participative et les données concernent des informations sur les relations sociales des communautés entre l'espace et la terre. Dans le contexte indonésien, cela au cours des 20 dernières années, nous avons enregistré certaines améliorations, mais encore une fois, nous manquons de données. De ce fait, notre stratégie consiste à mettre sur pied une cartographie participative de tous les espaces, y compris les espaces côtiers. Nous avons également Je veux dire par là que le comité de données et le comité de cartographie participative ont mis sur pied une politique et nous attendons que au sein de ces communautés, on puisse interagir avec des leaders afin de voir dans quelle mesure synchroniser nos informations, savoir où ont lieu les conflits et quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour les résoudre. Par ailleurs, nous avons une situation, nous faisons face à une situation au sein de laquelle s'opèrent énormément de changements. Et le plus important pour nous est de pouvoir prendre des décisions sur la base de données. Euh, Avoir des données synchronisées entre les différentes parties. Donc, dès lors que nous sommes sûrs, ainsi nous garantissons l'absence de conflits, y compris entre les communautés. Nous voulons étendre cela à la notion de la justice sociale et à tout ce qui a trait à l'espace, à la terre, aux ressources naturelles. Nous estimons que cela doit faire l'objet d'une plus grande attention de la part des décideurs politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Imam. Et oui, cette question de l'information et de l'accès à l'information, bien évidemment, est intimement liée à la collecte de données et au travail collectif. Vous avez également soulevé une préoccupation
intéressante, pardon, entre les priorités du gouvernement. On a eu avec le précédent orateur euh, un insight par rapport à aux ressources pétrolières, etc. Donc, selon vous, quelles pourraient être les solutions et comment est-ce que nous pourrions solutionner ces problèmes en Ouganda? OK. En dépit de la confusion à laquelle l'Ouganda fait face, le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour inverser la tendance. Le gouvernement est en train de créer un cadre pour la justice foncière ce projet est conduit par l'Autorité nationale de planification et la BAD et d'autres partenaires de développement nous accompagnent comme d'habitude. Nous voulons ici garantir que les efforts en matière de ODD sont inclusifs et tiennent compte de toutes les franges de la population. Euh, Bien sûr, Oxfam avec d'autres partenaires euh, a créé une plateforme de discussion et nous avons développé certaines approches clés, notamment qui nous permettent de travailler à l'intérieur du pays. L'une de ces plateformes consiste à susciter l'engagement des parties prenantes ou l'engagement des PAC en tant que parties prenantes. Nous nous intéressons également au climat et à la transition énergétique juste. Comment est-ce que cela peut s'opérer au sein du pays? Voilà un peu les conversations que nous avons et ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Nous avons créé un groupe pour la transition énergétique juste. Oxfam fait partie de ce groupe de travail. Nous avons conçu un plan. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une question de planification. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec l'Agence nationale de planification pour nous assurer que aucun groupe n'est laissé pour compte. Les coûts de la transition sont très élevés, donc nous essayons de voir dans quelle mesure chacun des groupes peut s'acquitter de ces frais parce que particulièrement dans les zones que nous avons évoquées. Nous nous attelons également à promouvoir le bien-être social. Pour ce qui est du droit coutumier, nous voulons garantir que personne ne se voit dépourvoir de ses terres. Donc, nous travaillons avec les populations vulnérables que sont les PAC. Et dès lors que la transition est en cours, nous voyons cela de manière tangible. Alors, nous savons pertinemment que l'énergie, l'agriculture, etc., sont des sujets interconnectés. L'Ouganda est un pays agricole. Nous avons des infrastructures de développement et tout est un peu mélangé. Donc, euh, on, au lieu de laisser toutes ces priorités compétir, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons les mettre en concert. Euh, En Ouganda, nous avons un très bon climat. Cependant, nous faisons face à des pertes énormes et cela s'accroît au cours des années. En réalité, ça dépend de la pluviométrie. Est-ce que nous sommes en saison des pluies, en saison sèche? Et en fonction de ces différents contextes, nous devons trouver le moyen d'accompagner les agriculteurs. Nous procédons également à des formations au sein des institutions locales. Nous savons que les institutions locales et les communautés sont la pierre angulaire de ce processus de transition énergétique et nous essayons de les accompagner dans ce processus de transition
les formant sur les principes de transition, quels sont leurs droits par rapport à la transition, etc. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour la parole donnée. Merci beaucoup, Jimmy. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de participants. Si je me fie à la boîte de dialogue, euh, je vois beaucoup de commentaires très pertinents qui sont publiés dans le chat. Je suis consciente de ce que nous sommes pris par le temps. Euh, donc, nous allons demander aux panélistes de rester précis et concis dans leurs réponses afin de nous assurer que nous pourrons épuiser les différentes sessions de questions-réponses. Alors, ici, je m'adresse à vous, Mine. Je voudrais savoir quels conseils adresserez-vous aux décideurs en Afrique du Sud en matière de euh, transition énergétique? Alors, encore une fois, je dirais qu'il faut qu'ils gardent à l'esprit que les communautés ne sont pas des personnes, des individus isolés. Lorsqu'on s'adresse à un membre de la communauté, on s'adresse à la communauté tout entière. Quelqu'un a mentionné dans le chat Fisherfolk. Il y a quelques années, nous avons enregistré nous avons enregistré des explorations souterraines et nous avons représenté des pêcheurs. Nous avons commis l'erreur de penser que euh, s'adresser au leadership était la bonne idée. En réalité, on ne peut pas comprendre l'impact de ce qu'on fait si on ne parle pas avec les personnes qui sont directement impactées par nos actions et par les actions extractives. Donc, cette entreprise essayait d'obtenir un permis en Afrique du Sud. Donc, pour moi, comprendre que les communautés sont très complexes est important. Euh, Si vous voulez être honnête, bah, il y a le droit foncier, donc vous pouvez toujours vous y référer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, qui font certainement écho à beaucoup de personnes ici. OK. N'hésitez pas à renseigner vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre. À présent, je vais passer la parole à Siabo pour qu'il nous dise ce qu'il pense de ce dont on doit tenir compte lorsqu'on parle de la transition énergétique en matière de terres communes ou communautaires. S'il s'agit là d'un sujet ô combien épineux et qui me tient particulièrement à cœur, dès le début de la présentation, je pense que la question des données est ressortie, l'importance des données et le fait que nous ne disposions pas de données en matière de système coutumier est un problème parce que les personnes continuent d'échanger à l'oral. Bien sûr, c'est possible dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel toutes les formes de données, que ce soit vocales, visuelles, peuvent être compilées dans un système de gestion de données. À présent, le principal défi auquel nos gouvernements doivent faire face, c'est de créer des espaces pour la reconnaissance je- qui, ce qui ne, ce qui ne correspond pas forcément à la vision de, de l'Europe. Dans le contexte africain particulièrement, les personnes appartiennent à la terre plus que la terre n'appartient aux individus. Alors, à présent, d'autres systèmes ne disposent pas d'espace
pour cela. Le deuxième problème qu'il faut soulever ici en matière de données, c'est que les données sont correctes et enregistrées correctes, que les données soient correctes et enregistrées correctement. Il faut ensuite s'assurer que cela persiste d'une génération à l'autre. Si nous pensons ces mécanismes avec tous ces deux grands problèmes concernant les données, nous pouvons en vrai faire des progrès de politique. Parce que si vous n'avez pas ces données, est-ce que vous faites la consultation et qui vous espérez avoir l'autorisation? Parce que après, tous ces problèmes deviennent réalité. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien structuré concernant comment les gens gardent de façon verbale tous ces territoires. Donc, je vais passer la parole à Imam. Ce que doit être euh, dans le contexte indonésien. Je passe la parole à Imam. OK. J'espère que vous m'écoutez. Bon, j'espère que la traduction va fonctionner. Non, la participation pleine est importante. Une communauté doit être considérée par le gouvernement. Ce n'est pas seulement la participation de la part de l'élite et ses acteurs. Et peu de gens d'avoir accès. La participation communautaire, cela signifie qu'ils doivent voir les communautés qui habitent même dans les villages. Vous voyez des données qui est gérées par les communautés et pas des données dirigées, générées par le gouvernement, que des fois ne représentent pas ce qui se passe sur le sol. Donc, la transition énergétique doit considérer les droits des communautés, la justice pour les communautés locales et ne pas seulement sauvegarder les objectifs climatiques et les projets que des fois rajoutent des problèmes pour les communautés. Je parle seulement du contexte indonésien parce que je ne comprends pas concernant les contextes qui sont existants dans d'autres pays. Je crois que nous avons différentes politiques, cultures et des histoires aussi différents. Encore une fois, la participation dès le début de la part des communautés, y compris les données qui est considéré comme des données officielles, est important pour montrer qu'il y a un manque d'espace. Parce que en Indonésie, si nous parlons de transition énergétique, si nous parlons d'électricité, cela utilisera la plupart de nos territoires communautaires. Et même la restauration, des fois, il y a des restrictions d'accès à la communauté aux ressources naturelles. Merci beaucoup. Je pense que ce que vous avez souligné, c'est vraiment une vérification de la réalité. Je passe la parole maintenant à Jimmy pour entendre ses perspectives. Vous avez la parole maintenant. On n'a pas beaucoup de temps, donc s'il vous plaît, soyez concis. Merci beaucoup. Bon, je pense que ce que nos gouvernements doivent considérer
Après les approches des droits humains, nous savons que cette justice ne doit pas exacerber les inégalités existantes concernant la violation des droits humains. Donc, il y a les paiements et concernant de services, des choses, des activités comme faire développer des arbres, mais aussi il faut trouver les moyens pour aider les gens à protéger l'environnement. Et aussi, il faut leur donner des bénéfices justes. Après la tenure coutumière, éviter ces déplacements, ces expulsions, parce que nous savons que le gouvernement est intéressé de nous mettre dans une position pas à l'aise. Les droits doivent être reconnus sur la scène internationale. Je ne parle pas des territoires coutumières, mais je pense qu'il doit y avoir un moyen formal pour reconnaître ces droits. Nous devons avoir une forme de titularisation disponible. Je pense que tous les territoires doivent être reconnus et adaptés en Ouganda. Les communautés doivent être consultées avant toute décision. C'est quelque chose que le gouvernement d'Ouganda doit encore travailler. Notre participation des agences, notamment les infrastructures, la compensation doit être aussi implémentée dans les personnes qui sont des répercussions sont récompensées. Je pense que cela fait partie des principes de FP. La inclusion de genre, les jeunes, les femmes doivent être aussi représentées, la gouvernance. Donc, il y a disparité de genre. Les projets doivent mitiger et voir les impacts du développement des capacités pour les communautés affectées par les transitions. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jacobs. Merci beaucoup, Jimmy. Merci pour sa recommandation. Je pense que il y a tout un monde que nous devons vraiment prendre en compte. Mais je vois qu'il y a beaucoup de questions de la part du public. C'est merveilleux d'avoir toute cette dimension d'engagement. On va se pencher sur ces questions et après peut-être vous allez revenir parce que je vois beaucoup d'engagement après votre présentation. La première question, prenons en compte le contexte politique un peu international, par exemple aux États-Unis. Est-ce que vous avez des signes pour reconnaître les droits fonciers pour les peuples autochtones et la transition juste? Est-ce que vous pouvez donner des informations qui peuvent inspirer et donner de la motivation? Donc, pour moi, il y a plusieurs indicateurs qu'il y a une reconnaissance croissante sur ces sujets. Il y a plusieurs nouvelles initiatives qui ont développé. Le secrétaire général a envoyé des indicateurs, haute commission des droits humains, plusieurs initiatives. La Banque mondiale, lors de conférence, une femme autochtone, peut-être vous connaissez Hindou Ibrahim, elle est très populaire et elle a mis en évidence tous ces soucis. Donc, je pense qu'il y a une conscience plus importante et ça, c'est très positif.
Vous voyez même, et je ne dis pas que c'est tellement pour l'avenir, mais il y a des conversations lorsqu'on parle d'exploitation minière, notamment en Australie, au Canada, des nations où vous avez les droits qui sont mieux protégés, plus de zones importantes dirigées par les peuples autochtones qui sont disponibles à engager sur des conversations. Même en Groenland, il y a des conversations, il y a des initiatives qui avancent, il y a des reconnaissances qui avancent, parce que ces minéraux doivent être générés et cela doit venir de quelque part. Ce que nous souhaitons voir, c'est que les droits sont respectés. Ce qui me concerne, au contraire d'autres filières comme le pétrole, il y a un mouvement populaire qui est lutté. Ceci est vraiment différent parce que cette dynamique de transition juste, il y a beaucoup plus de mouvements. Donc, je pense que cet alignement est critique. Donc, j'aimerais bien entendre de la part de l'Afrique du Sud parce qu'il y a ces mouvements de décolonisation. Donc, comment ils s'engagent dans ces problématiques? Et j'imagine que c'est l'une des conversations que nous devons vraiment aligner potentiellement des positions de conflit. Je pense que c'est tout ce que je peux commenter maintenant. Merci beaucoup, Joanna. C'est vraiment, vraiment pertinent. Maintenant, je vais inviter des collègues d'Afrique du Sud pour venir, ceux qui vont répondre aux prochaines questions. Et je peux répondre à une question concernant l'impact sur les femmes. L'impact est différent pour les femmes. Donc, concernant les responsabilités, donc, comment les gouvernances collectives peuvent prendre des responsabilités pour que les femmes puissent savoir être plus récompensées? Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de ceci de genre. Peut-être vous pouvez partager des points de vue, Jimmy? Oui, en Ouganda notamment, nous sommes très attentifs à cette différence de genre. Donc, nous avons stipulé plusieurs lois qui soutiennent l'inclusion de genre. Lorsque nous parlons de la transition justice et la structure, nous avons un système très inclusif. Nous avons cela en compte parce que nous savons que lorsque les transitions sont en cours, les femmes, les jeunes sont plus affectés. Donc, nous avons mis cela en place. Il y a le groupe de travail que nous avons désigné aide les gouvernements, au moins qui font les interventions, les structures que nous avons situées aussi. Nous faisons aussi cette situation de transition juste. Les gouvernements sont vraiment impliqués. C'est toujours quelque chose qui demande beaucoup d'engagement des organisations comme les Oxfam. Merci beaucoup. Bon, je pense que cela ramène d'autres soucis concernant les impacts et comment la responsabilité peut être effectuée. Je vois une question ici. En effet, c'est une perspective du Suriname, c'est-à-dire que les droits de détenus ne sont pas encore reconnus.
comment les PACL peuvent se préparer pour cela? Et c'est une bonne question. Je pense que ce serait intéressant d'entendre la part d'Iman concernant ses points de vue, concernant la reconnaissance, la tenue foncière de la communauté. Iman, peut-être vous pouvez parler un peu de cette question. Merci. Dans le contexte Indonésie, nous allons pousser vers une reconnaissance parce que les communautés doivent être considérées comme PACL. Après, nous pouvons parler d'efforts et contenir les territoires communautaires. Le contexte Indonésie. Normalement, nous avons des systèmes, après des politiques que nous utilisons pour certifier que la gestion du territoire, il y a aussi la reconnaissance du gouvernement. Politiquement parlant, c'est pas entièrement reconnu. Mais l'autre domaine, c'est que nous faisons, nous avons démarré en 2024, après la politique n'était pas présente, c'est pour identifier les territoires communautaires, les territoires qui ont été contrôlés, dirigés par les peuples autochtones depuis des générations. Maintenant, nous sommes proches en collaboration avec les ministres pour identifier les peuples autochtones sur les zones côtières. Donc, nous faisons la stratégie d'advocation et la lutte comme l'approche du gouvernement pour les politiques plus formelles. Toutefois, nous sommes engagés pour les nouvelles politiques utilisant pour les communautés, que ce soit pour l'organisation ou d'autres réseaux qui ont les peuples autochtones sans les études de données. La cartographie ne sera jamais dans ces politiques de cartographie. Donc, c'est impossible de synchroniser avec les ministres, c'est-à-dire il y aura beaucoup de conflits concernant les territoires et les espaces. Et nous essayons aussi d'autres approches pour aider à collaborer avec le gouvernement local. Cela est à travers l'intégration des maps participatoires comme l'une des endroits pour les données, pour les plans de district. Donc, cela va synchroniser l'intérêt du gouvernement avec les intérêts des communautés. Même si politiquement, c'est un peu compliqué parce qu'en Indonésie, le plan spécial n'est toujours pas en pratique. Donc, il y a une certaine responsabilité des provinces. Donc, nous devons avoir quelque chose de mieux à travers la collecte de données au gouvernement local et des ministres existants. On espère que la synchronisation des données va réduire les conflits en Indonésie. Merci beaucoup, Iman. Bon, c'est une question importante ici. Si nous pensons que les titres formels protègent les droits des peuples autochtones, bon, j'aimerais bien poser cette question à vous pour avoir votre point de vue si vous pensez que, qu'est-ce que vous en pensez de cela, de cette situation en Afrique du Sud? Merci.
Bon, je vais parler de l'expérience sud-africaine. Le titre formal, lorsque ça a été accordé aux communautés qui ont des territoires, bon, cela donne un impact opposé. Cela ne donne pas la sécurité de tenir, notamment pour les membres de ces communautés, parce qu'ils deviennent complètement invisibles avec sa propriété. Donc, cela ne paraît pas comme une solution dans le contexte sud-africain. C'est important de savoir que notre loi de propriété a des nuances. Donc, il devait être possible de trouver une plateforme en plusieurs systèmes juridiques pour, en fait, vraiment enregistrer ces droits afin de donner la sécurité de tenir. Donc, ça signifie c'est que nous essayons de trouver des moyens pour enregistrer les droits sur le sol, mais pas à travers la titularisation. Dans notre contexte, c'est comme une appropriation directe et cela peut apparaître compliqué pour en tant que membre de cette communauté, par exemple, être capable de vendre. C'est une tâche compliquée, mais malheureusement, ça ne pense pas que la titularisation, c'est la solution pour ce problème. Je pense que nous avons besoin de plusieurs ateliers pour parler de ces questions de la titularisation. Je pense que c'est une question très importante. Bon, j'aimerais bien poser deux questions. Une pour Siabo. Est-ce que je peux avoir votre point de vue concernant les clashs et les intérêts et la conservation et le marché du carbone? Est-ce qu'il peut y avoir une transition juste dans ce contexte de développement vert? Donc, ça, c'est la première question. J'aimerais également savoir ce que vous pensez de la participation et votre point de vue sur la consultation avec, entre le gouvernement et les populations vulnérables. Vous avez la parole pour répondre à cette question. Est-ce que Siabo est toujours avec nous? Son micro est éteint. Alors, je vais commencer par répondre à la question la plus simple en rapport avec la consultation et le consentement des titulaires des droits fonciers. Hmm, il y a énormément de choses que nous pouvons dire sur le sujet. À présent, nous avons discuté ici de la disponibilité des données et la question à laquelle nous nous adressons ici est intimement liée aux données, les droits des individus, les droits au sein des foyers, les droits dans un quartier et au sein des communautés plus largement. Et ce système euh, occidental est ancré d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas le droit, du fait des systèmes insistants, de construire un immeuble de plus de 2 étages lorsque cela ne convient pas aux autres membres de votre quartier. Cela s'applique également au système coutumier.
Dans le cadre de systèmes coutumiers, lorsqu'on enregistre, lorsqu'on enregistre un terrain, il faut l'enregistrer en sachant que cela ne va pas forcément cadrer avec l'entendement euh, européen de la titularité de la terre. C'est là tout l'intérêt de s'intéresser aux droits des propriétaires. Le gouvernement émet des pressions foncières énormes dans les pays développés. Ils promettent le développement euh, en, en passant par des politiques extractives, etc. Les gouvernements, comme je le disais, promettent le développement économique qui ne vient pas toujours. Et c'est un problème qui est vieux comme le monde. Cela suscite donc une vigilance accrue de la part des titulaires des terres, des terrains. Les gouvernements ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. L'intérêt des entreprises dans l'utilisation de leurs propres outils dans le contexte sud-africain nous a conduit dans une situation très complexe où les intérêts entre les entreprises, on ne sait pas si ce sont même effectivement des entreprises ou des truands qui endossent la casquette d'entreprises, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Ce sont des contradictions qu'il convient d'adresser et la seule manière d'y parvenir, c'est de pouvoir garantir que les communautés, les voix des communautés soient entendues. Et nous devons, nous, a- nous devons aligner les droits avec les systèmes qui existent pour les sociétés coutumières de manière, de la manière dont cela existe déjà et non essayer de faire entrer des solutions au forceps dans des contextes qui ne s'y prêtent pas. Merci. C'est vraiment euh, mon point de vue et ma contribution sur cette question épineuse. Merci pour votre contribution. Je voudrais vous remercier pour votre participation. Certaines questions ont été envoyées dans le chat. Encore une fois, je voudrais remercier nos panélistes. Merci aux participants qui ont pris part, qui ont pris le temps de se connecter. Merci de votre participation. Nous sommes désolés pour les questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Des- Nous vous demandons de prendre le temps de répondre au questionnaire qui va nous permettre d'améliorer notre organisation et de choisir le thème de notre prochain webinaire. Merci beaucoup et nous avons hâte de vous retrouver pour une prochaine conversation. Au revoir.